Le couteau a frappé la planche, a découpé 3 secondes après l'ouverture de la porte. Ce n'était pas parce que Lena Caruso avait été surprise. C'est parce qu'elle était en plein milieu de la découpe d'un dé. Et elle n'était pas du genre à s'arrêter pour une porte. Le son était net et délibéré. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a perçu le changement de pression dans l'air. Elle a senti l'immobilité particulière qui venait de derrière elle. Elle a remarqué comment les 2 hommes près de l'entrée de service sont devenus très silencieux, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la courtoisie professionnelle. Elle a tout enregistré. Et elle a continué à couper. La cuisine se trouvait au 3e étage de la maison des Moretti, dans l'Upper East Side. Ce n'était pas ce à quoi Lena s'attendait. Surtout pas après l'appel de son père, 3 semaines plus tôt. Il lui avait dit qu'il lui avait trouvé quelque chose. Elle s'attendait à quelque chose de bien. Mais elle ne s'attendait pas à ça. Une cuisine professionnelle installée dans une résidence privée. C'était comme si un chef étoilé au Michelin avait décidé d'emménager et d'apporter son restaurant avec lui. La cuisinière était d'un noir mat, avec 6 brûleurs et un four à combustible solide sur le côté droit. Les unités de réfrigération couraient sur toute la longueur du mur nord. L'îlot en marbre où elle travaillait était plus large que la plupart des cuisines d'appartements de New York. Et le couteau qu'elle utilisait coûtait plus cher que son premier mois de loyer à Astoria. Elle avait remarqué toutes ces choses dans les 40 premières minutes de sa matinée. Elle avait aussi remarqué les 2 hommes postés à l'entrée de service, et celui qui se tenait devant la porte principale de la cuisine. Elle avait classé ces observations dans une catégorie spéciale. La catégorie des choses probablement normales pour une maison de ce genre. C'est-à-dire une maison appartenant à une famille dont le nom était prononcé avec précaution. Du moins, dans certains quartiers de la ville. Elle était à mi-chemin de sa 2e échalote quand l'homme derrière elle parla. « Vous ne vous êtes pas arrêté. » La voix était basse et égale. Ce n'était pas une question, mais pas tout à fait une affirmation non plus. Lena posa le couteau avec le même mouvement contrôlé qu'elle utilisait pour tout en cuisine. Puis elle se retourna pour la première fois depuis que la porte s'était ouverte. Dominic Moretti se tenait à l'autre bout de l'îlot. Il portait encore son manteau, ce qui signifiait qu'il venait directement d'ailleurs. Il la regardait comme on regarde quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Il était grand, avec des cheveux sombres qui grisonnaient sur les tempes. Il avait cette immobilité qu'elle reconnaissait chez certaines personnes, celles qui ont appris qu'elles n'ont pas besoin de bouger vite pour être la chose la plus dangereuse dans une pièce. « Vous ne vous êtes pas arrêté », répéta-t-il. Et cette fois, c'était clairement une observation plutôt qu'un reproche. « J'étais en train de couper. » Elle reprit le couteau et se retourna vers la planche à découper. S'arrêter au milieu de la coupe ruine l'uniformité. Derrière elle, personne ne bougea pendant un instant. Puis elle entendit le manteau être posé quelque part, sur une chaise ou un crochet. Elle entendit le bruit de ses pas contournant l'îlot. Il se plaça de l'autre côté, ce qui le mit dans son champ de vision périphérique. Il regarda la mise en place qu'elle avait préparée. Tout était organisé par ordre d'utilisation et étiqueté de sa propre main sur du ruban de masquage. Rien de superflu. Il ne toucha à rien. Elle lui en sut gré. Mes 3 derniers chefs personnels arrêtaient tout quand j'entrais. Il a dit que l'un d'eux avait brûlé une réduction. Lena leva brièvement les yeux. C'est un gaspillage de réduction. Elle retourna à ses échalotes. Il resta silencieux un instant. Puis il se déplaça vers le côté proche de l'îlot. Il s'assit sur l'un des tabourets bas. Cela la surprit, car elle avait supposé qu'il partirait. Les hommes qui entraient dans les pièces comme il le faisait ne restaient généralement pas dans les cuisines. Ils vérifiaient les choses. Ils parlaient. Ils partaient. Lui, il est resté. Il posa ses 2 mains à plat sur le marbre et la regarda travailler. Lena avait déjà cuisiné devant des gens, devant des critiques, des investisseurs, et une fois, un très célèbre journaliste gastronomique qui n'arrêtait pas d'expirer bruyamment. Elle ne se sentait pas en représentation maintenant. Elle se sentait en train de travailler, ce qui était différent, et mieux. « Qu'est-ce que vous préparez ?» Ce n'était pas une question. C'était quelque chose qu'il disait, parce que le silence avait assez duré. « Des côtes de bœuf braisées, dit-elle. Cuisson lente et à basse température. 6 heures minimum. Je commence le braisage en milieu de matinée, pour que ce soit prêt à 19 heures. Il y a aussi une purée de chou-fleur et une salade composée si vous préférez manger plus léger. J'ai mis 3 options de dessert au réfrigérateur ce matin. Vous pouvez choisir, ou je peux choisir pour vous, si vous n'avez pas de préférence. » Elle parlait comme on parle dans les cuisines professionnelles, efficacement
et sans s'excuser. Elle était consciente que ce n'était probablement pas la façon dont la plupart des gens lui parlaient. Son expression changea légèrement. Ce n'était pas un sourire, mais quelque chose qui s'en approchait. 3 options de dessert. Oui, je ne connaissais pas encore vos préférences. Il la regarda directement. Personne ne me donne d'options d'habitude. On me donne ce qu'on pense que je veux. Lena posa le couteau. Je ne suis pas ici pour deviner ce que vous voulez, monsieur Moretti. Je suis ici pour cuisiner. Ce sont 2 métiers différents. Le silence qui suivit avait une qualité différente. Quelque chose entre l'évaluation et la surprise. Il la regarda un instant, avec ses yeux sombres et contrôlés. Puis il dit « C'est juste ». Il se leva, ajusta sa veste et retourna vers la porte. À la porte, il s'arrêta sans se retourner. « Les côtes de bœuf, dit-il. 19 heures. » Et puis il est parti. Et les 2 hommes près de l'entrée de service expirèrent de manière synchronisée. Elle aurait trouvé ça drôle dans d'autres circonstances. Elle retourna à ses échalotes. Sa main était stable. Elle en était un peu fière, même si elle ne comptait le dire à personne. L'après-midi passa comme les après-midi passent dans les bonnes cuisines, au rythme des tâches et des sens plutôt qu'à celui de l'horloge. Lena prépara les côtes de bœuf, les fit dorer par l'eau dans du beurre clarifié jusqu'à ce qu'elles soient bien caramélisées. Elle déglaça avec du vin rouge, ajouta ses aromates et mit le braisé au four à 13h30. Elle travailla sur la purée de chou-fleur pendant la 2e heure, ajustant le ratio de crème 2 fois jusqu'à ce que la texture soit exactement comme elle le voulait. Elle était en train de dresser une portion de test quand Raphaël Stowe, le chef de la sécurité de la maison, entra par l'entrée de service. Il tenait un presse-papier et avait l'expression de quelqu'un qui accomplit une tâche de routine qu'il trouve légèrement désagréable. Il était compact et efficace, avec la politesse professionnelle des gens formés pour traiter avec les civils sans les alarmer. Il vérifia les unités de réfrigération, prit des notes, puis dit, sans lever les yeux. « Monsieur Moretti sera dans son bureau jusqu'à 18 heures. Il a demandé que vous laissiez un plateau, si vous devez sortir pour des provisions. » Lena posa sa cuillère de dégustation. « Sortir », répéta-t-elle. Raphaël leva les yeux. Quelque chose bougea derrière son expression, puis se calma. « Pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin de l'extérieur. » Elle le regarda. Il la regarda en retour avec le vide d'une personne qui a dit exactement ce qu'elle avait l'intention de dire. « J'ai commandé mes provisions ce matin, » dit-elle. « Elles ont été livrées à 10 heures. » Raphaël hocha la tête une fois. Un geste petit et économique. « Bien. Alors vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin. » Il prit une autre note et se dirigea vers la porte. Puis Lena s'entendit dire, calmement et sans inflexion, « Raphaël, les hommes à la porte, sont-ils là pour empêcher les gens d'entrer ou pour les empêcher de sortir ?» Il s'arrêta. Il ne se retourna pas immédiatement, et quand il le fit, elle surprit la demi-seconde de recalibrage avant que son expression ne redevienne vide. « Protocole de sécurité standard, dit-il, pour tout le personnel de la maison. » Il le dit comme les gens disent des choses qu'ils ont répétées plutôt que des choses qu'ils croient. Elle soutint son regard, puis hocha la tête comme si elle était satisfaite, ce qui n'était pas le cas. « Merci, dit-elle. » Il partit. Lena se retourna vers sa purée et ajusta l'assaisonnement. Elle pensa aux mots que Raphaël avait utilisés. Arranger, pas embaucher, pas placer, arranger. Son père avait appelé ça une grande opportunité, une connexion via une vieille connaissance, quelque chose qui la mettrait à l'abri pour des années. Elle l'avait cru parce qu'elle l'avait toujours cru, parce que la cuisine était extraordinaire, et parce qu'elle avait voulu croire que quelque chose de bien se passait enfin comme il se devait. Elle pensa aux hommes à la porte. Elle retourna à son travail, parce que les côtes de bœuf avaient besoin de 4 heures de plus. Et quelle que soit la vérité sur ce mot, elle avait l'intention de la découvrir. Mais pas au détriment d'un braisé de 6 heures. À 19 heures, elle dressa les assiettes de côtes de bœuf. Le jus de braisage avait réduit jusqu'à la consistance parfaite. La viande cédait exactement comme elle le voulait, s'effilochant sans être forcée. Elle apporta l'assiette à la salle à manger elle-même, car elle ne faisait pas confiance à des mains qui n'étaient pas les siennes pour quelque chose sur lequel elle avait passé 6 heures. Dominic Moretti était déjà assis quand elle entra. Il regarda l'assiette, puis il la regarda. « Asseyez-vous, dit-il. »« Je suis la cuisinière, » répondit-elle. « Je sais qui vous êtes. » Elle resta là un instant, dans l'embrasure de la porte.
entre ce qu'elle avait toujours été et quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Puis elle dit « J'ai du nettoyage à finir ». Et elle retourna à la cuisine, où tout était encore à elle, et où rien ne l'obligeait encore à comprendre. À la fin de la première semaine, Lena avait établi un rythme qui n'avait rien à voir avec la maison autour d'elle, et tout à voir avec la cuisine à l'intérieur. Elle était debout à 6h30, en cuisine à 7h, et commençait la préparation à 7h15. Elle tenait son planning sur un bloc-notes collé à l'intérieur du placard au-dessus du porte-épices. Elle le mettait à jour chaque soir avant de partir pour la petite chambre du 3e étage qui lui avait été assignée. La chambre était plus grande que son appartement à Astoria. Elle avait une fenêtre qui donnait sur une cour qu'elle n'avait pas encore été invitée à utiliser. La chambre était bien. La cuisine était mieux. Certains matins, quand la lumière entrait sous le bon angle, que les brûleurs étaient allumés, et que chaque surface était là où elle en avait besoin, elle pouvait presque ignorer le fait qu'un des hommes de Raphaël était toujours posté quelque part entre elle et la porte d'entrée. Presque. Elle avait compté 3 hommes différents se relayant par équipe de 8 heures à l'entrée de service, à la porte de la cuisine et à la jonction du couloir où le corridor et rejoignait l'escalier principal. Personne ne lui avait dit qu'elle ne pouvait pas partir, mais personne ne lui avait dit qu'elle le pouvait non plus. Mardi. Quand elle a mentionné vouloir aller à un marché bio à 2 rues au nord, Raphaël a répondu avec une amabilité bien rodée. Il a dit qu'il pouvait faire livrer tout ce dont elle avait besoin en moins de 2 heures. Elle a dit que c'était très gentil. Elle n'a plus jamais mentionné le marché bio. Mercredi, son père a appelé. Il a appelé à 8h47 du matin, et sa voix avait cette qualité particulière qu'elle lui associait. Il posait des questions dont il connaissait déjà la réponse. Gianni Caruso avait une voix qui se réchauffait facilement, la voix d'un homme à qui les gens voulaient faire confiance. Lena avait toujours pensé que c'était l'une de ses meilleures qualités. Pour la première fois, elle reconsidérait légèrement cela. « Comment ça va ?» dit-il. « La cuisine est extraordinaire, » répondit-elle. « Je n'ai jamais travaillé avec un tel équipement. » Il dit « Et Moretti, il te traite bien ?» Elle écarta légèrement le téléphone de son oreille et le regarda. « Il me traite comme une chef, » dit-elle. « Ce qui est ce que je suis. » Gianni dit « Bien, c'est bien. » Et puis il y eut une pause, pleine de sous-entendus. « Papa, » dit-elle, « pourquoi ne me traiterait-il pas bien ?» Une autre pause, plus courte mais plus dense. Il dit « Pour aucune raison. Je veux juste m'assurer que tu es à l'aise. » Elle lui demanda à nouveau comment il avait trouvé ce poste. Quelle vieille connaissance! Elle insistait doucement, là où elle n'avait pas insisté avant. Quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Il donna la même réponse que la première fois. Et puis, Lena, je suis au travail. Je t'appellerai plus tard. Et il avait raccroché. Elle resta dans la cuisine, tenant son téléphone et écoutant la qualité du silence qui avait remplacé sa voix. Le délai sur sa ligne téléphonique n'était pas un problème de réseau. Elle avait vérifié lundi en appelant son amie Petra depuis une autre application. La communication était passée immédiatement, claire comme du cristal. Le délai ne concernait que les appels entrants et avait commencé le 2e jour de son arrivée dans la maison. Elle classa cela avec les hommes aux portes et les non-réponses prudentes de Raphaël, dans la catégorie des choses qui nécessitaient une confirmation avant d'agir. Elle n'était pas du genre à agir sur la base d'informations incomplètes. Elle avait besoin de faits. Elle allait les obtenir, mais elle allait d'abord finir son bouillon. Dominic entra à midi. Cela faisait 3 jours qu'il venait à midi, et Lena avait commencé à s'adapter sans le vouloir, comme elle s'adaptait à tout événement récurrent dans une cuisine. Elle préparait son café pour 11h55 et le posait à l'extrémité proche de l'îlot, sans commentaire. Puis elle retournait à ce qu'elle faisait, travaillant sur un beurre composé pour le saumon qu'elle prévoyait pour le dîner. Il s'assit sur le même tabouret qu'il avait utilisé lundi, le bas, du côté proche de l'îlot. Il enroula ses 2 mains autour du café et ne dit rien, ce à quoi elle s'était habituée. C'était un homme qui utilisait le silence comme d'autres utilisaient la parole, délibérément et avec précision. Elle respectait cela, même si ça la mettait légèrement mal à l'aise, car un homme qui contrôlait ainsi son silence était aussi un homme qui choisissait très soigneusement ce qu'il disait à voix haute. Elle était en train de façonner le beurre composé en un rouleau quand elle posa la spatule et le regarda directement. « Je veux vous parler de quelque chose, » dit-il. « Très bien. » Et il attendit. Elle garda sa voix égale. Les hommes aux portes, le délai sur mon téléphone, la façon dont Raphaël répond aux questions sur la possibilité de quitter la maison.
J'aimerais comprendre dans quoi je suis tombé. Dominique posa son café. Il la regarda longuement. Vous êtes en sécurité ici, dit-il. Je n'ai pas demandé si j'étais en sécurité. J'ai demandé dans quoi je suis tombé. Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait de la surprise. Plutôt de la reconnaissance. Il dit, il y a des gens à l'extérieur de cette maison qui ont des raisons de vouloir utiliser quiconque est lié à moi comme moyen de pression. Cela inclut le personnel. C'est une réponse générale. C'est la réponse que j'ai pour le moment. Elle le regarda un instant de plus. Est-ce la vérité ou est-ce la réponse que vous avez décidé que je devais avoir? Il ne répondit pas immédiatement, et la qualité de cette pause lui en dit plus que ses mots ne l'auraient fait. Les deux, dit-il finalement. Pas un mensonge, pas toute la vérité, mais quelque chose d'assez honnête pour tenir. Elle se retourna vers la préparation du saumon, car elle n'obtiendrait rien de plus aujourd'hui. Il est resté sur le tabouret pendant encore 20 minutes, pendant qu'elle travaillait. Elle était consciente de sa présence, comme elle était consciente de tout ce qui sortait légèrement de la norme dans une cuisine. Périphériquement, constamment, sans que cela ne la détourne de sa tâche. À 18h30, il est revenu. Ce n'était pas son heure habituelle. Il n'avait pas son manteau, ce qui signifiait qu'il était resté dans la maison tout l'après-midi. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine pendant qu'elle essuyait l'îlot et dit « Mangez avec moi ». Elle dit « Je mange dans la cuisine ». Il dit « Ce soir, vous pouvez manger dans la salle à manger ». Elle tenait le chiffon qu'elle utilisait et pensa au mot « pouvez ». C'était différent de « devriez » et encore différent de « aller ». Et elle pensa que c'était le mot le plus soigneusement choisi qu'il ait utilisé en sa présence. « Pourquoi ?» dit-elle. Il ne bougea pas de l'embrasure de la porte. « Parce que vous m'avez posé une question directe aujourd'hui, et je vous ai donné une réponse partielle. Ce n'était pas juste pour vous. » Elle posa le chiffon. « Et le dîner arrange ça. Le dîner n'arrange pas ça, dit-il. Mais c'est un début. » Elle le regarda un instant qui contenait beaucoup de pensées et très peu d'entre elles sur son visage. Et puis elle dénoua son tablier et se dirigea vers la salle à manger. La table était mise pour deux, ce qui signifiait qu'elle avait été préparée avant qu'il ne vienne lui demander. Elle nota cela sans commentaire, s'assit en face de lui et se servit de l'eau. Il se servit dans le plat qu'elle avait apporté. Et pendant un moment, ils mangèrent dans un silence qui n'était pas inconfortable. C'était plutôt une pause négociée. Deux personnes décidant par où commencer. Il mangeait avec l'attention concentrée de quelqu'un qui goûte vraiment ce qu'il a devant lui. Il ne feignait pas d'apprécier, il était juste attentif. Après plusieurs minutes, il baissa les yeux sur son assiette et dit « Le saumon ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» dit-elle. « Beurre composé, base de beurre noisette, avec du citron confit, et une petite quantité d'estragon. » Il posa brièvement sa fourchette. « Personne n'a cuisiné pour moi comme ça depuis longtemps. »« Comme quoi ?» dit-elle. Il la regarda par-dessus la table. Comme si la nourriture était l'essentiel. Elle le regarda en retour. Cet homme contrôlé et prudent dans sa maison contrôlée et prudente. Et elle pensa que c'était probablement la chose la plus sincère qu'elle l'ait entendu dire. Et elle classa cela au même endroit où elle avait classé tout le reste à son sujet. C'est-à-dire un endroit qu'elle n'avait pas encore nommé. Ils finirent de dîner. Elle ramassa les assiettes et retourna à la cuisine. Et quand elle leva les yeux de l'évier, il l'avait suivie. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, sa veste défaite et sa tasse de café dans une main. Il la regardait nettoyer avec la même qualité d'attention qu'il portait à tout. Elle dit sans se retourner. « Vous pouvez partir. » Il dit. « Je sais. » Il resta encore quelques minutes, et quand il partit enfin, la cuisine semblait différente de ce qu'elle avait été toute la semaine. Pas plus petite. Quelque chose de plus proche du contraire. Elle s'essuya les mains et se tint au milieu de la pièce qu'elle s'était déjà appropriée. Elle pensa à ce que son père avait dit, au délai de la connexion, au mot « arrangé », et à la façon dont Dominique avait dit « les deux » quand elle lui avait demandé s'il disait la vérité. Elle pensa à tout cela pendant un long moment, puis elle éteignit les lumières et monta à l'étage, car demain, elle avait une journée de préparation de 6 heures, et quoi qu'il se passe dans cette maison, ce serait toujours là le matin, et elle aurait besoin d'être vive d'esprit. Elle l'a trouvé un jeudi matin, 11 jours après son arrivée à la maison Moretti. Elle réorganisait le tiroir à épices sous l'îlot. Le tiroir avait appartenu à celui qui travaillait dans cette cuisine avant elle. Elle l'avait utilisé sans le vider complètement, car l'arrangement précédent était assez fonctionnel. Et elle avait eu d'autres choses en tête. Mais ce jeudi,
Elle a sorti le tiroir complètement pour le nettoyer. Et sous un morceau de gaz plié au fond, pressé contre le bois, il y avait un petit bout de papier. Elle le déplia sur le comptoir. 2 lignes écrites d'une main soignée et légèrement serrées qu'elle ne reconnut pas. La première ligne était un nom, G. Caruso. La deuxième ligne était un nombre, 340 000. Pas de symbole de devise, pas d'autre notation, juste le nombre écrit en toutes lettres. La façon dont quelqu'un écrit quelque chose rapidement, mais veut que ce soit exact. Elle resta longtemps au comptoir, le bout de papier à la main. La cuisine autour d'elle était dans le même silence que d'habitude, un silence qui semblait maintenant totalement différent. G. Caruso. Le nom de son père était Gianni Caruso. Le nombre ne signifiait encore rien pour elle. Mais elle comprit instinctivement que c'était le genre de nombre qui était au centre de quelque chose qu'on ne lui avait pas montré. Elle replia le papier et le mit dans la petite poche de poitrine de sa veste de chef. Pas dans le tiroir où elle l'avait trouvé, ni nulle part de visible. Elle finit d'essuyer le tiroir, réorganisa les épices, remit le tiroir en place et commença sa préparation pour la journée. Ses mains se déplaçaient sans trembler, ce dont elle était vaguement fière. Elle préparait un ragoût d'agneau qui nécessitait 2 heures de développement lent des arômes d'abord, puis la viande par étapes. Puis une longue réduction qui ne pouvait pas être précipitée. Elle accorda toute son attention à son travail, car la cuisine avait toujours été la seule chose qui pouvait retenir toute son attention à la fois. Et en ce moment, elle en avait besoin plus que jamais. Il arriva à midi. Elle avait préparé son café. Elle ne lui parla pas du papier. Il s'assit sur son tabouret et elle travailla. Ils restèrent silencieux un moment, de cette manière complice qu'ils avaient eue toute la semaine. 2 personnes qui avaient négocié quelque chose entre elles, sans le dire ouvertement. Puis la porte de la cuisine s'ouvrit, et Raphaël entra, ce qui n'était pas inhabituel. Et derrière Raphaël, un homme que Lena n'avait jamais vu auparavant, ce qu'il était. Il avait peut-être 60 ans, les cheveux argentés, avec un visage qui avait été beau autrefois, et qui s'était organisé au fil des ans en quelque chose qui fonctionnait plus comme un outil qu'une apparence. Il portait un très beau costume, et il regarda la cuisine comme certaines personnes regardent les espaces qu'elles décident d'approuver ou non. Puis il regarda Lena, et la qualité de ce regard était différente de la façon dont il avait regardé la cuisine. Elle comprit immédiatement que ce n'était pas une inspection qu'il avait prévue à son arrivée, mais une qu'il avait décidée en la voyant. Dominique se leva. C'était contrôlé et sans hâte, mais c'était aussi le mouvement le plus rapide qu'elle l'ait vu faire depuis son arrivée. « Marco, dit-il. » L'homme en costume dit « J'étais dans l'immeuble. Je voulais voir le nouvel arrangement. » Ses yeux se posèrent à nouveau sur Lena, d'une manière qui fit que le mot « arrangement » sonna différemment. « Voici Lena Caruso, » dit Dominique. « Elle gère la cuisine. » Marco Fieri la regarda un instant de plus qu'une personne ne regarde un étranger pour lequel elle n'a aucun intérêt particulier. Puis il sourit, le genre de sourire qui n'avait rien de chaleureux. Et il dit « Caruso, quel nom particulier pour une cuisinière ?» Elle croisa son regard. « C'est un nom assez courant, dit-il. »« Vraiment ?» Et puis Dominique dit quelque chose à voix basse et directement à Marco, qu'elle ne put pas entièrement entendre, et ils allèrent ensemble dans le couloir. Raphaël resta dans l'embrasure de la porte de la cuisine, avec une expression qu'elle avait appris à lire comme une inquiétude contrôlée. Elle retourna à son ragoût. Elle ajusta légèrement le feu, ajouta un petit filet de vin blanc et regarda le tout revenir à frémissement. Raphaël dit depuis l'embrasure de la porte, « Monsieur Moretti demande que vous restiez dans la cuisine cet après-midi. » Elle dit, « C'est ce que je comptais faire. » Elle ne demanda pas pourquoi. Elle avait décidé il y a plusieurs jours d'arrêter de demander pourquoi pour des choses pour lesquelles elle n'obtiendrait pas de réponse directe, et d'attendre plutôt que l'information arrive d'elle-même, ce qu'elle faisait toujours si on était patient. Raphaël partit. Elle remua le ragoût et pensa aux yeux de Marco Fieri sur elle, au bout de papier, dans sa poche de poitrine, et au nombre 340 000. Elle pensa à la voix de son père mercredi, pleine de sous-entendus, et elle pensa au mot « arrangement ». Et elle commença à assembler une image à partir de ces pièces qu'elle ne voulait pas encore regarder directement. Dominique revint dans la cuisine à 16 heures. Il avait l'air différent de midi, pas de manière visible, mais dans la qualité de sa présence, qui était plus tendue, plus concentrée. Comme l'air avant un changement de temps. Il se tenait à l'autre bout de l'îlot. « Marco Fieri, dit-il, est quelqu'un que vous devriez prendre au sérieux.
Elle posa la cuillère en bois qu'elle tenait. Je prends généralement très au sérieux les gens qui me regardent comme il m'a regardé. Il hocha la tête une fois. Elle dit « Est-ce pour ça que vous m'avez gardé dans la maison ?» Dominique resta silencieux un moment. Il y a des gens au sein de la structure familiale qui aimeraient utiliser certaines relations comme moyen de pression. Vous êtes lié à l'une de ces relations. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Elle dit « Vous n'arrêtez pas de dire « pour le moment ». Il dit « Parce que j'ai l'intention de vous en dire plus quand je pourrai le faire sans aggraver les choses. » Quand, dit-elle. Quand j'aurai suffisamment géré la situation pour que ce soit sûr, dit-il. Et c'était le plus qu'il ait dit sur la situation en 11 jours. Et elle pouvait entendre qu'il le pensait. Elle se retourna vers la cuisinière. Elle baissa le feu sous le ragoût, le goûta et trouva qu'il lui fallait 10 minutes de plus et peut-être une petite noisette de beurre pour finir. Elle fit l'ajustement sans se presser. Elle pouvait l'entendre derrière elle, immobile, juste présent. Cette qualité d'immobilité qu'il portait partout. Elle dit, sans l'avoir prévu, « Je vais faire quelque chose de simple pour le dîner ce soir. » Il dit, « Très bien. » Elle dit, « Des pâtes, des tomates, une bonne huile d'olive, du basilic. Rien de compliqué. Ça a l'air bon. » Elle dit, « C'est ce que je cuisine quand j'ai besoin de me calmer. » Il y eut une pause, plus longue que les précédentes. Il dit, « Avez-vous peur ?» Elle garda les yeux sur le ragoût. « Je suis prudente, c'est différent. » Il dit, « Oui, ça l'est. » Elle l'entendit se déplacer vers son tabouret, et elle l'entendit s'asseoir, et elle mit l'eau des pâtes à chauffer. Elle cuisina les pâtes dans une large poêle avec de bonnes tomates et un généreux filet d'huile d'olive. Elle déchira le basilic au dernier moment, finit avec un filet d'huile supplémentaire de la bonne bouteille qu'elle gardait près de la cuisinière pour ce genre de plat. L'huile que sa mère avait achetée sur un marché à Naples il y a 20 ans, que Lena commandait à nouveau au même importateur depuis. Parce qu'il y a des choses auxquelles on s'accroche quand tout le reste change. Elle dressa 2 portions sans y penser, posa les 2 assiettes sur l'îlot et s'assit sur le tabouret en face du sien pour la première fois en 11 jours. Il mangea sans parler, ce qu'elle avait fini par comprendre comme une forme de respect. Le ragoût mijotait doucement sur le feu arrière. Dehors, il avait commencé à pleuvoir. Elle avait presque fini ses pâtes quand elle posa sa fourchette et dit « Il y avait un bout de papier dans le tiroir à épices. Vieux, laissé par celui qui était là avant moi. » Elle ne leva pas les yeux. Il y avait un nom dessus, et un nombre. Elle l'entendit poser sa fourchette. Elle dit, « Je ne vous demande pas de l'expliquer ce soir. » Elle leva alors les yeux et soutint son regard fermement. « Mais je veux que vous sachiez que je l'ai trouvé, et que j'aurai besoin que vous me l'expliquiez à un moment donné. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je mérite de savoir dans quoi je suis tombé. » Il la regarda longuement en retour. La pluie battait régulièrement contre la fenêtre. Et sous la lumière chaude de la cuisine, son visage avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Pas tout à fait de la culpabilité et pas tout à fait de la résolution. Mais l'endroit où les gens arrivent quand ils ont porté quelque chose de trop lourd, trop longtemps. Il dit « Je sais ». Elle hocha la tête une fois. « Alors nous nous comprenons », dit-elle. Et elle reprit sa fourchette et finit ses pâtes. Elle nettoya la cuisine après son départ. Elle lava les 2 assiettes et les 2 fourchettes, les sécha et les rangea. Elle entreposa le ragoût, essuya l'îlot, la cuisinière et les comptoirs, suivant sa routine comme elle le faisait toujours. Quand la cuisine fut propre, elle se tint au centre et sortit le bout de papier de sa poche de poitrine et le regarda à nouveau. G. Caruso, 340 000. Elle le plia 2 fois et le remit dans la poche qu'elle portait le plus près de son cœur, parce qu'elle aurait besoin de le regarder à nouveau, et elle le voulait à portée de main, et parce qu'il y a des choses que l'on porte avec soi jusqu'à ce qu'on les comprenne. Elle éteignit les lumières et monta à l'étage. Dehors, la pluie continuait de tomber, et en bas, les couloirs étaient silencieux, à l'exception de la douce rotation des hommes de Raphaël, se déplaçant de porte en porte en porte. C'est arrivé un vendredi après-midi, 14 jours après son arrivée. Dominique était en réunion au 2e étage. Raphaël était posté à l'avant de la maison, et la cuisine était à elle, de cette manière particulière dont elle devenait sienne dans le calme du milieu de l'après-midi, entre la préparation et le service. Elle faisait de la pâte brisée, ce qui nécessitait des mains froides, une attention concentrée et une certaine qualité d'immobilité. Elle pressait le beurre dans la farine avec le bout de ses doigts quand elle entendit la porte de la cuisine s'ouvrir derrière elle. Elle sut avant de se retourner que ce n'était pas Raphaël et que ce n'était pas un de ses hommes. Marco Fieri
entra dans la cuisine avec l'aisance d'un homme qui avait décidé qu'il avait la permission d'être où il le voulait. Il regarda autour de la cuisine avec ce balayage évaluateur qui trouvait et mesurait tout. Et puis il la regarda. « Ne vous arrêtez pas pour moi. » Sa voix était agréable. C'était la chose la plus troublante. Elle garda les mains dans la farine et le beurre. « Ce n'est pas le bon moment, dit-elle. Je suis en pleine préparation. » Il se déplaça vers le côté proche de l'îlot et se tint là, les mains dans les poches. « Je serai bref, dit-il. Je veux vous parler de votre père. » Elle pressa le beurre dans la farine. Ses mains étaient froides et stables. « Mon père n'a rien à voir avec mon travail ici. » Marco inclina légèrement la tête. « Il a à voir avec tout le reste. » Elle leva les yeux. Il la regardait avec la patience d'un homme qui avait répété cela et savait où ça allait. « Alors dites ce que vous êtes venu dire. » Il dit. « Gianni Caruso a emprunté 340 000 $ à la famille Moretti. C'était via un arrangement de transit auquel il a participé comme intermédiaire il y a 18 mois. L'arrangement a échoué. La marchandise a été perdue. L'argent, non. Il le dit comme les gens récitent des faits qu'ils ont appris à garder exempts d'émotion. Elle avait arrêté de presser le beurre. Elle ne se souvenait pas avoir décidé d'arrêter. La dette est arrivée à échéance il y a 4 mois. Marco continua. Votre père ne pouvait pas la payer. Alors à la place, il a arrangé pour que sa fille, une chef talentueuse à ce qu'on dit, vienne travailler dans cette maison. Il fit une pause. Pas parce que Dominic avait besoin d'une chef, mais parce que Gianni avait besoin de plus de temps. Votre père vous a offerte comme une forme de garantie. La cuisine était très silencieuse. Dehors, la pluie qui avait commencé jeudi ne s'était pas encore arrêtée. Elle baissa les yeux sur la pâte brisée. Le beurre avait commencé à tiédir légèrement à cause de ses mains. La pâte allait être trop travaillée si elle y revenait maintenant. Elle pensa à cela avec une petite partie distante de son esprit. Le reste de son esprit faisait quelque chose qu'elle ne pouvait pas décrire, une sorte de réorganisation, très rapide et très complète. Et quand ce fut terminé, tout ce qu'elle avait compris des 2 dernières semaines avait une apparence différente de l'intérieur. Quelqu'un qui connaissait quelqu'un. L'anxiété dans la voix de son père mercredi qu'elle avait mise de côté. Le mot « arrangé ». Elle avait assemblé une image, s'était dit qu'elle n'était pas prête à la regarder directement. Et maintenant, quelqu'un était entré dans sa cuisine et l'avait forcée à la regarder directement. C'était exactement ce dont elle avait eu peur. Elle inspira une fois par le nez. « Pourquoi me dites-vous ça ?» dit-elle. Marco dit « Parce que vous méritez de savoir. » Elle le regarda fixement. « Réessayez. » Quelque chose dans son expression changea, presque admiratif. « Parce que Dominique le sait depuis le jour de votre arrivée, » dit-il. « Et il ne vous l'a pas dit. Il vous a fait venir ici, en sachant exactement ce que votre père a fait. Il vous a laissé croire que c'était un travail. Il vous a gardé ici parce que c'était pratique pour l'arrangement de la famille. Et je soupçonne, pour lui-même. » Il laissa cela en suspens un moment. « J'ai pensé que vous devriez avoir le tableau complet, pour que vous puissiez faire vos propres choix. La porte n'est pas verrouillée, mademoiselle Caruso. Elle ne l'a jamais été. » Puis il se tourna et sortit de la cuisine, sans se presser. Les pas d'un homme qui avait fait ce qu'il était venu faire. Elle resta à l'îlot avec la pâte brisée devant elle et la farine sur les mains. Elle ne bougea pas pendant un long moment. 340 000. Le nombre exact sur le bout de papier. Elle pensa à son père appelant mercredi avec cette voix pour laquelle elle avait trouvé des excuses toute sa vie d'adulte. Elle pensa à lui, assis quelque part dans le Queens en ce moment, sachant ce qu'il avait fait, attendant de voir si l'arrangement tiendrait. Elle pensa au mot « garantie ». Elle avait été une clause du prêt. Elle avait été quelque chose que son père avait mis en jeu pour s'acheter plus de temps. Et il ne lui avait rien dit. Il l'avait mise dans une voiture pour l'Upper East Side et avait appelé ça une opportunité. Elle l'avait cru parce qu'elle le croyait toujours. Parce que ne pas le croire nécessitait de regarder quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu regarder. La possibilité que l'amour de son père pour elle soit réel. Et qu'il puisse aussi exister à côté d'une décision qui la traitait comme une chose. Elle n'allait pas pleurer. Elle nota la possibilité et la rejeta. Parce qu'elle était dans une cuisine et qu'il y avait de la pâte brisée dans laquelle elle avait mis du travail. Et elle n'était pas du genre à abandonner les choses en cours de route. Elle mit la pâte au réfrigérateur. Elle passa ses mains sous l'eau froide, les sécha sur une serviette propre et se tint à l'évier. Elle regardait la cour qu'elle observait de loin depuis 2 semaines. Elle pensa à la porte qui n'avait jamais été verrouillée. Elle l'entendit avant de le voir, sa façon particulière de se déplacer dans le couloir.
Puis la porte de la cuisine s'ouvrit, et Dominique était là. Il regarda son visage et ne dit rien pendant un moment. Il était là, dit-elle. Pas une question. Je sais, dit-il. Je suis venu dès que Raphaël me l'a dit. Elle se tourna pour lui faire face complètement. Vous le saviez depuis le jour de mon arrivée. Il soutint son regard et ne détourna pas les yeux. Oui. Un seul mot, direct, sans aucune qualification. Elle dit, « Vous m'avez laissé penser que c'était un travail. » « C'est un travail, dit-il. Le travail est réel. Le salaire est réel. Je n'ai rien changé à tout ça. Vous avez changé ce que je comprenais de la raison de ma présence ici. » Il fit un pas dans la cuisine, pas loin. Juste assez pour qu'il ne se parle pas à travers la pièce. Votre père devait de l'argent à la famille. Il a arrangé votre venue ici parce qu'il croyait que cela satisferait la dette ou au moins retarderait les conséquences. Ce que ça a fait à la place, c'est vous mettre là où Marco Fieri et d'autres pouvaient vous voir. Et décider comment vous utiliser. Je vous ai gardé ici parce que vous garder ici était le seul moyen de les tenir à l'écart de vous. Si vous étiez parti cette première semaine, ils auraient trouvé un autre moyen de vous atteindre. En dehors de ces murs, je ne peux pas contrôler ce qu'ils font. Elle dit, et à l'intérieur de ces murs, vous pouvez tout contrôler. Sa mâchoire se crispa. Je peux vous protéger. Ce n'est pas la même chose que vous contrôlez. Ça semble pareil, dit-elle, quand c'est moi qui suis à l'intérieur. Il la regarda longuement. La pluie contre la fenêtre était plus douce maintenant. Presque finie. Aviez-vous l'intention de me le dire, dit-elle. Oui. Quand? Quand j'aurai suffisamment géré Marco pour que ce soit sûr. Elle dit, et en attendant, j'étais censé continuer à cuisiner et ne pas poser trop de questions. Quelque chose traversa son expression qui n'était pas facile à regarder. C'était mal, dit-il. Je sais que c'était mal. Je me suis dit que je vous protégeais d'informations qui seraient pires sans contexte. Et c'était en partie vrai et en partie non. J'essaie de trouver depuis 3 jours comment vous dire ça sans que ce soit une autre manipulation. Elle le regarda. Elle pensa que c'était probablement la chose la plus honnête qu'elle ait entendue d'un homme depuis des années. Elle était furieuse contre lui et elle le croyait en même temps. Ces deux choses existaient ensemble sans se résoudre, ce qui était inconfortable et réel. Elle dit, « Je veux voir mon père. Je peux arranger ça. » Elle dit, « Je veux le voir ici, dans cette cuisine, sur mon terrain. » Il la regarda un instant, puis dit, « Très bien. » Et elle put entendre qu'il le pensait, non pas comme une concession, mais comme une reconnaissance. La façon dont on reconnaît quelque chose qu'on a sous-estimé. Elle se retourna vers l'évier. Marco m'a dit que la porte n'avait jamais été verrouillée. Il dit, « Elle ne l'était pas. » Elle dit, « Je veux que vous compreniez que je ne pars pas parce que Marco veut que je parte. Ni pour vos raisons, ni pour les siennes. » Il dit doucement, « Je comprends. » Elle dit, « Je reste dans cette cuisine parce qu'elle est à moi et parce que je n'ai pas fini. » Elle prit une serviette propre, la plia et la posa sur le porte-serviette. Ses mains étaient parfaitement stables. « Appelez mon père. Dites-lui de venir demain matin. » Il dit, « Je le ferai. » Elle dit, « Vous pouvez partir maintenant. » Il partit. Elle resta seule dans sa cuisine, pendant un long moment après la fermeture de la porte. La pluie avait cessé. La pâte brisée était au réfrigérateur et se conserverait jusqu'au matin. Elle avait un service de dîner à assurer, et elle allait l'assurer. Parce qu'elle était une professionnelle, et parce que le travail était la seule chose qui ne l'avait jamais trahie. Pas une seule fois en près de 30 ans de métier. Et elle n'allait pas laisser cet après-midi lui enlever ça. Elle mit un tablier propre. Elle alluma les brûleurs. Elle commença le dîner. Son père est arrivé à 9h30 du matin, 30 minutes plus tard que l'heure annoncée par Dominique. Et quand Raphaël l'amena dans la cuisine, Gianni Caruso parut plus petit que dans son souvenir. C'était un homme grand, large d'épaules, ce qui l'avait fait se sentir en sécurité quand elle était enfant. La grandeur et la largeur étaient toujours là, mais quelque chose à l'intérieur s'était compressé. Il portait sa belle veste, celle en laine grise qu'il gardait pour les occasions qu'il considérait comme formelles, et il tenait son chapeau dans ses mains. Quand il la vit, il dit « Lena », d'une voix qui n'avait plus rien à cacher. « Assieds-toi, papa », dit-elle, et elle retourna à ce qu'elle faisait. Elle avait des œufs qui cuisaient dans du beurre clarifié, à feu doux, remués lentement avec une spatule en silicone, comme elle l'avait appris de sa mère. Son père avait toujours dit que c'étaient les meilleurs œufs qu'il ait jamais mangés. Elle les dressa et posa l'assiette devant lui sans commentaire. Elle versa 2 tasses de café
et s'assit sur le tabouret en face de lui, de l'autre côté de l'îlot. Elle le regarda regarder les œufs, puis la regarder. Et elle put voir que c'était la gentillesse des œufs qui allait l'atteindre avant toute autre chose. Elle dit « Raconte-moi ». Il posa son chapeau sur l'îlot, mit ses 2 mains autour de la tasse de café, et il lui raconta. L'arrangement de transit avait été présenté comme simple. Un rôle d'intermédiaire, des coordonnées et des contacts. Rien qui ne l'obligeait à connaître les détails de ce qui transitait par la chaîne logistique qu'il gérait. Il avait eu besoin de l'argent, parce que l'entreprise de fourniture de restaurants qu'il avait essayé de lancer avait échoué. Et il ne l'avait pas dit à Lena parce qu'elle construisait sa carrière, et il n'avait pas voulu qu'elle sache qu'il avait échoué. L'arrangement a mal tourné quand la cargaison a été interceptée. La famille a perdu la marchandise. L'argent que son père avait reçu comme intermédiaire a été considéré comme absorbé par la dette. Il avait passé 18 mois à essayer de trouver un moyen de la rembourser et n'avait pas pu. Et quand Marco Fieri est venu le voir il y a 4 mois et a suggéré l'arrangement avec Lena, il s'était dit que c'était un travail, qu'elle serait en sécurité, que Dominique Moretti était un homme de parole, et qu'il trouverait l'argent pendant le temps que cela lui achèterait, et qu'elle n'aurait jamais à savoir le reste. Il arrêta de parler. Il tournait lentement la tasse de café dans ses mains, comme il tournait toujours les choses quand il cherchait quoi dire ensuite. Elle regarda la tasse, puis lui, et dit « Tu y as cru ?» Il posa la tasse. « Je me suis dit que j'y croyais », dit-il en regardant le marbre. Elle dit « Ce n'est pas la même chose ». Il dit « Non, ce n'est pas pareil ». Et pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Elle le regarda de l'autre côté de l'îlot et pensa à 30 ans passés à être sa fille. 30 ans de sa voix se réchauffant facilement et de ses mains larges et stables. 30 ans à trouver des excuses pour les silences qui auraient dû être de l'honnêteté. Elle pensa, c'est un homme qui m'a aimé, et qui a fait ça. Et ces 2 choses sont vraies, et je ne sais pas encore quoi faire du fait que les 2 soient vraies. Elle prit sa propre tasse, la tint, et dit, je ne vais pas te dire que ce n'est pas grave. Ça ne l'est pas. Il pinça les lèvres et regarda le marbre. Elle dit, je ne vais pas non plus te dire que je ne t'aime pas, parce que je t'aime. Et c'est extrêmement gênant en ce moment. Quelque chose traversa son visage qui aurait pu être le début d'un son, et il le retint, et elle le regarda le retenir. Elle se leva et poussa son assiette de quelques centimètres vers lui sur le marbre. Tu vas devoir parler à quelqu'un de cette dette, quelqu'un qui ne soit ni moi, ni Marco Fieri. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de négocier, et des choses que tu ne devrais pas me demander de négocier pour toi. Il hocha la tête une fois, un geste petit et prudent. Elle dit, mange, ça va refroidir. Il prit sa fourchette, prit une bouchée et ferma les yeux un instant, comme il l'avait toujours fait en mangeant quelque chose qui le touchait profondément. Et elle pensa que le chagrin était une chose très compliquée quand il cohabitait avec l'amour, et qu'elle aurait besoin de beaucoup de temps pour en comprendre la forme, et qu'elle le ferait à son propre rythme. Il partit 1 heure plus tard. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, se retourna et dit « Ça ira ?» Elle dit « Je vais bien. En ce moment, aujourd'hui, je vais bien. » Il posa brièvement sa main sur sa joue, comme il le faisait quand elle était enfant, et que le monde l'avait blessée d'une petite manière. Et elle le laissa faire, puis il partit. Elle resta un instant dans l'embrasure de la porte, puis se retourna vers la cuisine. Car la pâte brisée était au réfrigérateur depuis la veille, et elle devait revenir à température. Dominique a convoqué le conseil de famille à 14 heures cet après-midi-là. Elle l'apprit de Raphaël, qui lui dit avec une neutralité prudente que M. Moretti serait occupé jusqu'à 16 heures, et qu'elle devait procéder à la préparation du dîner comme d'habitude. Elle procéda à la préparation du dîner comme d'habitude. Elle fit un bouillon, découpa un poulet, et prépara une moitié rôtie aux herbes pour le soir. Et elle garda une oreille tendue vers le couloir, de la même manière qu'elle gardait une oreille tendue vers un brûleur qu'elle ne surveillait pas directement. À 15h45, elle a entendu des voix dans le couloir extérieur. Plus d'une voix, se chevauchant de la manière contrôlée d'hommes en désaccord formel. Puis une voix s'éleva au-dessus des autres. Elle reconnut celle de Dominique, basse et précise. Puis le silence. Raphaël est entré dans la cuisine à 16h10, avec son presse-papier, et s'est tenu à la porte. L'affaire avec Marco Fieri a été résolue, dit-il. Il a démissionné de son poste de conseiller au sein de la famille. Son rôle créait un conflit d'intérêts que la famille a jugé inacceptable. Elle posa la cuillère qu'elle tenait et regarda Raphaël fixement. Il la regarda en retour avec le vide particulier d'un homme livrant une déclaration préparée.
Et elle comprit que c'était la version qu'elle allait recevoir, et que c'était la seule version dont elle avait besoin. « Très bien, dit-elle, et elle retourna au poulet. Raphaël s'éclaircit la gorge. « Monsieur Moretti a également fait une déclaration au conseil concernant votre position dans cette maison. » Ces mots étaient directs. « Votre emploi ici est un arrangement personnel de son propre choix et ne relève d'aucune obligation familiale existante. La dette de votre père sera traitée séparément et par des canaux appropriés qui ne vous impliquent pas. » La cuisine était silencieuse. Elle se tourna pour faire face à Raphaël et dit « Il a dit ça devant le conseil. » Il l'a fait. Comment ont-ils réagi? Raphaël choisit ses prochains mots avec un soin visible. Comme les gens réagissent quand Dominique Moretti a pris une décision et n'est clairement pas intéressé par une discussion. Elle laissa échapper un lent soupir qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. « Merci, Raphaël, dit-elle. » Il hocha la tête une fois et partit. Elle se tenait au comptoir, les mains à plat sur le marbre, et regardait la cour par la fenêtre. La cour qu'elle avait observée de loin pendant 2 semaines et qu'on ne l'avait jamais invitée à utiliser. Elle pensa, alors voilà ce que ça fait. Il vint à la cuisine à 18 heures. Elle entendit ses pas dans le couloir, puis il s'arrêta à la porte de la cuisine. Elle leva les yeux et il se tenait dans l'embrasure, les mains le long du corps. « Puis-je entrer ?» dit-il. Elle le regarda. « Vous n'avez jamais demandé avant. » Il dit « J'aurais dû » et elle garda cela pour elle un moment. Cet homme contrôlé et compliqué, qui l'avait gardé entre ses murs, l'avait protégé entre ses murs, qui ne lui avait pas dit la vérité, et qui s'était tenu devant un conseil de famille pour la libérer d'une dette qui n'était pas la sienne. Elle pensa à tout ça, à l'ensemble, sans simplifier aucune partie. « Oui, dit-elle. » Il entra. Elle dressa 2 portions de poulet aux herbes sans demander, comme elle avait dressé les pâtes 6 jours plus tôt sans demander. Elle posa son assiette sur l'îlot et s'assit en face de lui. Pour la première fois depuis son arrivée, elle dînait dans sa cuisine sans qu'aucun non-dit ne pèse entre eux sur le marbre. Il mangea de la manière concentrée et attentive dont il mangeait toujours. Et après un moment, il regarda son assiette et dit « Le poulet ». Elle dit « Rôti aux herbes. Thyme, romarin, un peu de citron sous la peau. » Il posa brièvement sa fourchette. « C'est très bon. »« Je sais, » dit-elle. La chose qui, chez un autre homme, aurait été un sourire, mais qui chez lui était plus calme et plus réfléchi. Il la regarda directement. « Comment allez-vous » Elle garda les yeux sur son assiette un moment. « J'y travaille, dit-elle. » Il attendit et elle dit « Pas ce soir », avant qu'il ne puisse demander si elle voulait en parler. Il accepta cela d'un signe de tête et resta silencieux. Elle posa sa fourchette et le regarda de l'autre côté de l'îlot. « Il y a des choses que je suis encore en train de régler à votre sujet aussi. » Il dit « Je sais ». Elle dit « Je n'ai pas décidé à quel point je suis en colère à propos de certaines parties de la façon dont vous avez géré ça. » Il soutint son regard. « C'est juste. Ça pourrait prendre un certain temps. » Il dit « Je ne vais nulle part » et il le dit doucement, sans emphase, comme une personne qui énonce un fait plutôt qu'une promesse. Elle pensa que c'était exactement la bonne façon de le dire. Elle reprit sa fourchette et finit son dîner. Elle débarrassa les assiettes, fit la vaisselle, sécha tout et rangea. Et elle essuyait l'îlot quand elle dit, sans lever les yeux, « J'ai réfléchi à ce que je veux faire ensuite avec la cuisine. Je veux réorganiser le stockage froid pour améliorer le flux de travail. Et je veux faire venir quelques produits d'un fournisseur avec qui j'ai déjà travaillé. Une meilleure huile d'olive, un sel de mer spécifique, qui n'est pas dans la rotation actuelle. » Il resta silencieux un moment. « Je le dirai à Raphaël, » dit-il. Elle continua d'essuyer le marbre. « Aussi, je veux aller au marché bio. » Elle l'entendit bouger légèrement sur son tabouret, et elle leva les yeux. Il la regardait avec cette attention sombre et prudente. « J'enverrai quelqu'un avec vous, » dit-il. « C'est à 2 rues, » dit-elle. Il dit, « Une personne restera en retrait. Vous ne la verrez pas, sauf s'il se passe quelque chose. » Elle soutint son regard, pesant le pour et le contre. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. C'était ce qui était possible en ce moment. Et elle était une personne qui comprenait la différence entre ces 2 choses, et qui pouvait travailler avec cette différence sans se perdre. « D'accord, » dit-elle. Il dit, « Samedi, 8 heures. Le marché ouvre tôt. » Elle lui lança un regard. « Je sais quand le marché ouvre. »« Bien sûr, » dit-il. Et il y eut cette chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Elle plia son chiffon et le posa sur le porte-serviette. Elle dit, « Vous pouvez rester pendant que je fais les dernières vérifications. Je passe juste en revue l'inventaire pour demain. »
Il dit « Très bien ». Et il s'assit sur son tabouret, celui de gauche, le plus proche, qui était devenu son tabouret. Comme les choses dans une cuisine deviennent ce qu'elles deviennent, par la répétition et l'usage, et la lente accumulation de petites décisions. Elle parcourut sa liste d'inventaire, et il était silencieux, présent et sans hâte. Dehors, la cour était éclairée par une seule lampe qui s'allumait au crépuscule, et la nuit était claire. Pour la première fois depuis son arrivée, elle n'avait pas besoin de penser à la raison pour laquelle elle restait. Elle restait parce qu'elle avait choisi de rester. Parce que la cuisine était à elle. Parce que le travail était réel. Parce qu'il y avait un homme sur un tabouret au bout de son îlot qui avait un long chemin à parcourir. Et elle aussi. Et la distance entre où ils étaient et où ils allaient n'était pas rien, mais elle était navigable. Elle avait toujours été douée pour naviguer au goût et à l'instinct. Et par la connaissance particulière qui vient du fait de rester assez longtemps devant une cuisinière pour comprendre ce qui se passe dans la marmite, même quand on ne peut pas le voir directement. Elle ferma son carnet. « J'ai fini pour ce soir. » Il se leva. « Bonne nuit, Lena, » dit-il. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Elle le regarda et dit « Bonne nuit, Dominique ». Et c'était la première fois qu'elle utilisait le sien. Et la cuisine retint cela un moment, comme les cuisines retiennent les choses. Chaleureusement et sans jugement, il se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, la main sur le cadre, et regarda en arrière. Elle était déjà en train d'éteindre les lumières une par une, et elle ne leva pas les yeux, et il n'en avait pas besoin. Il partit. Elle finit d'éteindre les lumières, et resta un instant dans la cuisine qui était la sienne, dans l'obscurité confortable et familière, et elle inspira l'odeur des herbes rôties et du bon bouillon, et le léger parfum particulier de l'huile d'olive qu'elle allait remplacer samedi. Elle était une personne qui n'était pas là où elle avait prévu d'être, et tout allait bien. Elle allait préparer le petit déjeuner le matin, le déjeuner et le dîner. Et chaque repas après cela, aussi longtemps que ce serait son choix. C'était son choix. C'était suffisant. Et c'était un commencement.